Bonsoir à toutes et à tous. Madame la rectrice, chère Audrey Lebas, Madame la vice-rectrice, Monsieur le secrétaire général, cher Didier Rabou, Monsieur le doyen de Charigny, cher Pascal, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil de Genève, Monsieur le conseiller administratif, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de lancement de l'initiative Médias et Philanthropie, qu'on appellera plus communément IMP ou IMP, placée sous l'égide du Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Et je suis très heureux et ému d'ouvrir cette conférence et avec elle, d'une certaine manière, mon mandat de directeur de ce centre, en même temps que je suis animé par un sentiment de gravité, d'urgence, devant les turbulences du monde en général qui s'accumulent ces dernières semaines et de la crise des médias en particulier. Apporter les réponses les plus adaptées possibles et déployer tout le potentiel de la philanthropie pour répliquer à cette crise est l'objet de notre rencontre et de l'initiative dirigée à compter de ce jour par M. Gilles Marchand et dont nous sommes réunis pour officialiser le lancement. Un mot sur le Centre en philanthropie de l'Université de Genève, un centre placé sous l'égide du rectorat de l'UNIGE et qui bénéficie de son soutien. Créé en 2017 par le professeur Henri Peter, auquel j'ai eu l'honneur de succéder il y a quelques semaines, c'est une institution unique, dans la mesure où ce centre est interfacultaire, avec une perspective disciplinaire. Ce n'est pas une chaire qui étudie la philanthropie depuis un point de vue disciplinaire, mais qui cherche véritablement à faire se rencontrer, se cumuler, s'additionner les apports croisés de toutes les disciplines qui sont représentées à l'UNIGE. Et donc, de cette manière, de développer, d'élaborer une connaissance, une approche transdisciplinaire de ce phénomène. Le centre étudie la philanthropie, l'altruisme, la générosité, mais aussi les formes les plus institutionnalisées que sont les fondations, les entreprises ayant des objectifs conformes aux objectifs du développement durable, les objets et enjeux qui constituent les causes et centres d'intérêt des motivations des philanthropes et de leurs organisations. Le centre a ainsi la capacité d'étudier dans toute sa profondeur humaine, historique et sa diversité contemporaine le phénomène philanthropique. Et outre le soutien du rectorat, le centre peut compter sur l'appui d'un ensemble de partenaires stratégiques qui lui donnent la capacité de s'emparer de questions émergentes et urgentes dans le respect de l'indépendance et de l'ancrage dans le temps long qui singularise l'institution universitaire. Cette question du temps long, elle est centrale dans les débats qui nous concernent au premier chef, les débats sur la légitimité démocratique des fondations philanthropiques. Rob Reich, le philosophe américain qui a marqué de son nom la réflexion sur ce sujet, voit dans la capacité d'exploration et de projection dans le long terme des fondations la marque de leur irréductible singularité, de leur unique capacité d'action. Et elle s'applique particulièrement bien à la question des médias qui nous occupe aujourd'hui. Les évolutions des médias accompagnent un renforcement des exigences du court terme, au détriment des enjeux de pérennité et de cohésion de nos sociétés, voire des conditions du maintien de la vie sous toutes ses formes, si l'on pense à la crise climatique et à la nécessité de production et de diffusion du savoir pour pallier ce danger. Dans ce contexte, les fondations peuvent insuffler le souci du temps long et du commun qui les caractérise à des médias de plus en plus marqués par le présent, qui accompagnent, quand ils ne la créent pas, la polarisation des sociétés, prélude à la déstabilisation démocratique. Et par leur centralité dans la formation des consciences et de l'opinion publique, par leur inscription au plus près des fluctuations, mais aussi de la qualité de la vie démocratique, les médias constituent une véritable pierre de touche de l'étude de la légitimité de l'intervention philanthropique. Et c'est pourquoi l'initiative Médias et Philanthropie, officiellement lancée aujourd'hui,
est la première, la pionnière d'une réflexion qui touchera d'autres questions, comme celle de la transition écologique et environnementale, et qui s'articulera avec les autres domaines d'expertise et d'excellence du centre, l'intelligence artificielle, les émotions, la finance soutenable, l'impact investing, entre autres sujets. Il y a quelques mois, le Centre en philanthropie, l'Université de Genève, a souhaité s'engager dans une création institutionnelle inédite, ayant vocation à allier un diagnostic précis, à jour dans le domaine des médias et la recherche académique de pointe sur la question de l'intervention philanthropique en démocratie, au service de la démocratie. Le Centre a ainsi engagé une réflexion d'ampleur sur les relations entre philanthropie et démocratie, animée par la volonté de rendre justice aux caractéristiques, formes et enjeux de cette relation, et non simplement en prenant référence, ou plus simplement, plus souvent comme un repoussoir du cas américain. Et en cela, le contexte européen, le contexte de la Suisse, et en particulier le contexte de Genève, constituent des laboratoires à l'échelle mondiale pour étudier la philanthropie médiatique. Des laboratoires comme peuvent l'être d'autres expériences qui seront apportées par les intervenants de la conférence d'aujourd'hui. Et cet intérêt, cet intérêt académique issu de l'université, il a rencontré la disponibilité, le cheminement professionnel, intellectuel d'un acteur clé du paysage médiatique en Suisse et à l'échelle européenne, en la personne de M. Gilles Marchand, qui dirigera l'IMP et qui donnera la conférence plénière de ce soir. Gilles Marchand, l'ancien directeur général de la SSR, a œuvré pendant 25 ans à la production de la valeur publique et développé une expertise professionnelle hors pair. Sociologue de formation à l'UNIGE, il a continuellement réfléchi sur sa pratique et aux enjeux de son secteur d'activité pour la société. Et sa position l'a rendu conscient de la crise de légitimité du service public, comme sa vigilance l'a alerté sur la crise et le déclin des recettes publicitaires. Donc il a engagé, avec d'autres qui s'exprimeront, une réflexion sur la troisième voie de financement, de production, de diffusion de l'information pouvant contribuer à l'intérêt général, au commun, à produire une information destinée à faire société et non à diviser ou à opposer les membres de la société. Son cheminement personnel et professionnel a ainsi rencontré les orientations stratégiques du Centre et celui-ci est infiniment heureux et honoré de son engagement, de ton engagement, cher Gilles, au sein de notre entité et de l'université. Et du point de vue du Centre en philanthropie, l'étude des relations entre philanthropie et médias constitue un laboratoire pour la tâche ô combien nécessaire de clarification des conditions qui permettent de considérer une intervention philanthropique comme légitime. Cette légitimité n'est pas impossible, elle n'est pas non plus automatique. Il faut faire preuve d'une capacité de jugement, de discernement. Et tout le pari de l'IMP est précisément d'organiser, de structurer un dialogue, une rencontre entre l'expertise professionnelle et le savoir académique pour parvenir à cet exercice de jugement utile non seulement à l'avancée de la science, mais également à la société. Donc l'étude des médias de la troisième voie s'inscrira dans le cadre d'une réflexion plus large sur la crise des sociétés et équilibre démocratique auxquels les médias contribuent de manière décisive et auxquels la philanthropie peut apporter une contribution. Et pour le lancement de l'IMP, plusieurs questions seront traitées par nos intervenantes et intervenants. Quelle est la nature de la crise du financement des médias, publics et privés? Sous quelle modalité la philanthropie peut-elle constituer une des réponses à cette crise? Et enfin, comment attester de la valeur publique des médias pour légitimer l'engagement philanthropique? Le déroulement de la soirée a vocation à présenter les acteurs et les facettes de l'IMP, à vous donner à voir le travail déjà engagé et surtout à vous donner envie de partager vos idées, vos initiatives avec nous, de rejoindre la conversation que nous souhaitons initier. Cher Gilles, je te laisse la parole pour la conférence plénière de cette conférence
et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour ce lancement. Merci beaucoup. Madame la rectrice de l'Université de Genève, cher Nicolas Duvou, chers confrères, consoeurs, chers amis, mesdames et messieurs, eh bien, à mon tour de vous saluer bien cordialement et de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Votre présence, très nombreuse ce soir, témoigne de l'importance et de l'urgence de chercher des solutions face à la situation difficile, pour ne pas dire critique, de nombreux médias. Avec une acuité peut-être plus forte encore devant l'accélération géopolitique et technologique. Les récents développements précipitent la transformation du monde médiatique. Un nouvel ordre se met en place, porteur de défis bien réels pour les sociétés démocratiques. Comme l'a relevé à l'instant Nicolas Duvou, cela fait de longues années que je m'engage dans le paysage médiatique suisse et européen, public comme privé. Et durant toutes ces années, croyez-moi, les crises n'ont pas manqué. Qu'il s'agisse de trous d'air passagers ou de mises en cause plus profondes, parfois même tranchées au suffrage universel, l'activité médiatique a toujours été bouillonnante, tendue, épique. Nous avons vécu, mesdames et messieurs, nous avons vécu ensemble différentes vagues de fond, à commencer par l'arrivée de l'Internet au tournant des années 2000. Cette première lame a apporté la prodigieuse perspective d'explorer de nouveaux territoires numériques, de nouveaux accès au contenu aussi, un peu plus personnalisés. Ce fut la première faille dans le modèle historique des médias qui s'adressait d'un coup d'un seul à toute leur audience. Puis nous avons assisté à la montée en puissance de l'exploitation des données personnelles, des données que nous avons allègrement bradées contre la promesse de services plus ou moins gratuits, pas toujours indispensables, il faut bien le dire. Il y a eu ensuite la grande convergence des médias avec les textes, les images, les vidéos, les sons, qui se retrouvèrent joyeusement dans ces nouveaux espaces numériques accessibles à la carte. Tout cela a évidemment provoqué de grands changements dans les habitudes médiatiques. Nous avons alors organisé les contenus en fonction des thèmes, des sujets, mais non plus en fonction des vecteurs ou des chaînes, une révolution quasi copernicienne. Et au passage, la garantie de fortes tensions entre la presse écrite, la radio, la télévision, qui se retrouvèrent pour la première fois sur le même terrain. En parallèle, les réseaux sociaux se sont imposés à une vitesse stupéfiante, entraînant dans leur sillage une sorte de conversation permanente, une exposition presque sans limite des intimités affectives, matérielles et même physiques. Et puis déferle maintenant la grande vague, celle de l'intelligence artificielle. Cette vague-là, mesdames et messieurs, c'est la big one, celle qui va tout changer, en cassant la relation entre la fabrication du contenu et son audience, en mélangeant les sources, en générant de la confusion quant à la véracité de ce qui est montré, diffusé ou écrit. En un mot, en questionnant la confiance entre le média et son public. Alors oui, on peut vraiment dire que le bateau a tangué durant ces 25 dernières années. Mais c'est la première fois, je dois le dire, c'est la première fois que j'ai le sentiment de voir venir, en ce qui concerne les médias, la parfaite tempête. Elle est assez inquiétante, compte tenu des possibles dégâts collatéraux sur nos sociétés démocratiques, sur le respect de nos libertés individuelles, sur la production culturelle, bref, sur nos vies. Les ingrédients de cette grande crise sont assez clairs. On l'a évoqué, il y a d'abord la diminution massive des recettes publicitaires des médias classiques, des médias généralistes. Il y a 15 ans, celles-ci représentaient largement plus de la moitié des revenus des médias privés. Elles se sont depuis littéralement évaporées, ou plutôt ont-elles émigré sur les plateformes numériques internationales, des plateformes qui ne réinvestissent pas ou très peu les profits générés dans la fabrication de contenus originaux. À cela s'ajoute une résistance grandissante vis-à-vis du paiement des contenus, qui sont de plus en plus dévalorisés, à tel point qu'il est aujourd'hui plus facile de vendre un accès, une connexion, qu'un contenu. En même temps, des vents contraires se lèvent partout en Europe et dans le monde contre les mandats des services publics qu'il faudrait redimensionner à la baisse.
soit pour espérer favoriser un développement des médias privés, soit pour des motifs un peu moins avouables d'agenda politique. On assiste même, dans certains pays européens, à des tentatives de prise en main de l'information des chaînes publiques, grâce à des nominations conciliantes à la tête des rédactions, au grand désespoir, soit dit en passant, au grand désespoir de larges pans de la société civile. Mais, de manière plus globale, nous assistons à une crise de confiance sans précédent, je le crois, entre les médias généralistes et leur public. Le flux ininterrompu des réseaux sociaux, l'invective émotionnelle permanente, la culture de l'attention et bien sûr l'enracinement de réalités dites alternatives, revendiquées sans plus aucune réserve, tout cela concourt à cette crise majeure. Ainsi, le standard Eurobaromètre nous indique que près de 70% des Européens déclarent être confrontés régulièrement à de la désinformation. Dans le même registre, le Global Risk Report 2024 du WEF, du Forum économique de Davos, retient dans le tiercé vainqueur des plus grands risques globaux à court terme la désinformation en tête, suivie par la polarisation politique et sociale, les changements climatiques extrêmes prenant la 3e place du podium. Reuters Institute signale que le niveau de confiance pour l'information en général en Europe est de 40% seulement. C'est en Finlande qu'elle est la plus élevée, à 69%, et en Hongrie qu'elle est la plus faible, à 23%. Quant à la Suisse, elle n'a pas de quoi véritablement pavoiser, avec un modeste 46%, tous médias confondus, mais aussi avec une grande amplitude dans les résultats, il faut le dire. 40% des Européens victimes de cette news fatigue cherchent ainsi à éviter l'information, nous dit encore Reuters. Et voyez-vous, si la confiance est en crise, le financement l'est aussi. Les plans d'économie se succèdent, provoquant des coupes dans les offres de contenu, ce qui péjore en conséquence la relation avec les publics. En Suisse, par exemple, rendez-vous compte que la presse écrite a perdu plus de la moitié de ses recettes publicitaires en 10 ans seulement, soit environ 800 millions de francs. Les disparitions de titres, les fusions, les regroupements sont monnaie courante. Le constat est semblable dans toute l'Europe. Certes, me direz-vous, le volume global des investissements en matière de communication publicitaire, tous genres confondus, augmente, passant de 620 milliards de dollars en 2019 à une prévision de 1 200 milliards en 2028. Mais cette belle croissance est complètement concentrée à près de 70% sur les offres digitales, au détriment de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Et la communication digitale elle-même est concentrée à 2/3 sur 3 géants ultra puissants, Google, Meta et Amazon. Les médias publics n'échappent aucunement à cette dégradation générale. En Suisse toujours, la SSR devra, dans la meilleure des hypothèses, retenez bien ça, eh bien elle devra couper 18% de son budget, décision purement politique oblige. En Finlande, pourtant en tête des classements de confiance, le diffuseur public YLA devra réduire son budget d'environ 13%. C'est pas très loin de ce qui menace la RTBF en Belgique. Nos voisins français, italiens, allemands sont tous en train de se préparer à couper des prestations. La situation de nos amis canadiens, que je salue d'un coup d'un seul, ils sont nombreux ce soir parmi nous, la situation de CBC Radio-Canada semble, elle, dépendre beaucoup des velléités expansionnistes de l'administration Trump, c'est-à-dire la fragilité. De fait, lorsqu'il faut abattre tant de moyens, cela se voit, particulièrement sur les contenus, la déception des publics pointe alors, l'attachement se fissure, la boucle est bouclée. La crise des médias est incontestable, elle est structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. Mais me direz-vous, à juste titre sans doute, il faut encore s'entendre sur la notion de média. Peut-on, doit-on mettre au même plan un influenceur qui ne voit pas pourquoi faire la différence entre la promotion habile d'une marque et la description factuelle d'une réalité, ou une plateforme d'agrégation qui n'est légalement pas responsable de ce qu'elle rediffuse, et un média qui, lui, enquête et vérifie? Bien sûr qu'il ne s'agit pas de la même chose. Mais tous évoluent dans un même écosystème, tous agissent sur les liens sociaux, sur la perception de l'altérité, sur les opinions, sur ce que nous avons ou pensons avoir en commun. Tous pèsent sur nos vies. Dans ce contexte pour le moins tendu, fragile, compliqué,
marquée par la défaillance des sources historiques de financement des médias, c'est-à-dire le marché ou l'État, il y a une troisième voie, une troisième famille de financement possible des médias, une troisième voie complémentaire au financement classique. Elle ne peut pas se substituer, mais elle est complémentaire et de fait importante. Son poids se développe proportionnellement à l'affaiblissement des financements commerciaux et publics. Cette troisième famille, mesdames et messieurs, mérite toute notre attention, car elle peut représenter une piste, une lueur dans le sombre contexte que je viens de décrire rapidement. Partout, pas seulement en Europe, une Europe d'ailleurs qui n'a pas vocation à devenir le joli musée un peu poussiéreux de la démocratie. Cette troisième famille de financement rassemble différents acteurs. Il y a d'abord le monde de la philanthropie privée et des fondations. Il y a également les entreprises qui développent des programmes de responsabilité sociale et qui s'engagent pour améliorer les conditions cadres du marché dans lesquelles elles sont actives. Et puis un espace médiatique vivant, diversifié, il fait partie de ces conditions cadres. On trouve aussi les collectivités publiques, comme les cantons, les régions, les villes, les institutions publiques ou parapubliques, qui veulent s'engager pour la diversité médiatique, qui reflète leur réalité et activité. Il ne faut pas oublier non plus les individus, qui parfois s'engagent avec des petits soutiens, dont l'addition permet de faire de grandes choses. L'exemple canadien de la presse, sur ce plan, est passionnant. Vous le constaterez dans un instant. Tous ces acteurs ont un point en commun. Tous ces acteurs considèrent qu'un espace médiatique fonctionnel, qui produit quelque chose d'utile à la société, que l'on peut partager, un commun, eh bien, il doit être soutenu et encouragé. Un désert dans le domaine médiatique n'est pour eux ni responsable, ni acceptable sur le plan démocratique, économique, sociétal. Ce qui permet d'emblée de souligner ici une grande différence avec les financements d'ordre idéologique, partisan, au service d'une vision de la société sur le plan des valeurs ou des affaires. Les financements idéologiques ont une autre logique que celle qui nous intéresse ici. Et c'est précisément parce que tous les financements ne sont pas automatiquement utiles à l'intérêt général qu'il faut établir des critères à ce sujet, des critères pertinents pour cette troisième voie. La typologie de médias soutenue par cette troisième voie est très diversifiée, à but plus ou moins profitable, couvrant en général un spectre thématique large. Mais tous produisent d'une manière ou d'une autre de la valeur publique. J'y reviens dans un instant. Se pose alors la question très importante, centrale, de la légitimité de cette troisième voie, et particulièrement de l'engagement philanthropique. Comme l'a relevé très justement tout à l'heure Nicolas Duvou, la légitimité démocratique de la philanthropie n'est pas automatique. Mais si elle est questionnée, elle n'est pas non plus impossible. La question de l'intention de l'engagement devient alors cruciale. L'intention, la clarté des critères du choix des soutiens, les modalités d'action, mais aussi bien sûr les bonnes pratiques en matière de gouvernance pour régler les relations entre les médias soutenus, ces questions sont absolument déterminantes. Ce sont elles qui permettent de distinguer les intentions qui se situent dans le champ non mercantile de la production des communs et celles qui, au contraire, visent à défendre une vision du monde intéressée sur le plan économique ou politique. Ces questions sont d'autant plus décisives que l'on parle ici de médias qui agissent eux-mêmes sur les liens sociaux et donc sur le fonctionnement démocratique. Eh bien, c'est ici, exactement ici, mesdames et messieurs, que l'initiative Média-Philanthropie a vocation à être utile, à déployer un savoir-faire, à accompagner l'engagement philanthropique au sens le plus large. Nous n'allons pas attribuer de budget, nous ne déciderons pas des soutiens, mais nous accompagnerons celles et ceux qui s'engageront dans cette voie avec des outils, avec une méthode. L'initiative Média-Philanthropie fonctionnera comme une sorte de centre de recherche original, alimenté par un regard croisé, permanent, dynamique, entre l'expertise sociologique, politique, économique, axée sur la relation entre les médias et les communs, l'expertise professionnelle qui s'intéressera à la valeur publique des médias, et l'expertise technique qui portera sur les modalités concrètes de l'engagement philanthropique. Nos travaux de recherche seront nourris par la documentation rigoureuse de cas de médias soutenus par la philanthropie en Europe et dans le monde.
que nous examinerons avec une démarche, une méthode systématique. Ici en Europe, mais aussi au Canada, grâce à nos collègues de HEC Montréal. En particulier, nous regarderons ce qui concerne l'expression de la valeur publique des médias, ainsi que les enjeux de bonne gouvernance. Et tout cela sera encadré par une réflexion plus conceptuelle sur la notion de commun, nourrie principalement par la sociologie et l'économie. Nos professionnels, eux, de leur côté, chercheront des indicateurs de valeur publique et de bonne gouvernance opérationnels, mesurables, de manière réaliste, pragmatique dans les médias. Enfin, nous nous intéresserons aussi à l'innovation, c'est-à-dire aux nouvelles formes médiatiques qui produisent et produiront du commun de la valeur publique. Toutes ces réflexions seront mises à disposition de celles et ceux qui s'engagent dans cette troisième voie de financement des médias. De tous ceux qui considèrent, sans doute comme nous toutes et tous ce soir, qu'une société démocratique ne peut pas fonctionner durablement sans une offre médiatique diversifiée et indépendante. Et je crois vraiment que ce constat est hélas d'une grande actualité si l'on observe la difficulté des modèles d'affaires, la montée en puissance de régimes autoritaires qui défient les fondements démocratiques et la crise de confiance globale du public. Alors concrètement, nous avons l'intention de proposer une charte d'engagement, une charte professionnelle qui s'intéressera à 3 dimensions précises. L'intention de l'engagement philanthropique, les outils utilisés pour acter l'engagement et la gouvernance adoptée entre le média et l'entité qui décide de le soutenir. L'intention formulée, affichée, est importante. Elle permet d'emblée de clarifier les motifs profonds de l'engagement et c'est aussi un fondement sur lequel la relation entre le média peut se développer. Avec le média peut se développer une sorte de contrat de confiance initial. Les outils, les leviers de l'engagement, eux, sont multiples. Il est possible, par exemple, de mobiliser des moyens immédiats pour faire face à une situation d'urgence qui peut concerner la situation économique du média ou les conditions de son indépendance. Il est aussi possible de soutenir une transformation, une adaptation précise, ponctuelle. Il peut y avoir des soutiens à plus long terme avec des exigences de retour très faibles, très patients, voire symboliques. On peut aussi imaginer des mécanismes qui évitent aux médias de supporter certaines charges. Mais à la fin, quel que soit le modèle utilisé, le but, l'intention est sans doute d'aider le média à trouver ou retrouver un équilibre, une autoportance. Enfin, et c'est bien entendu un aspect décisif, nous nous adresserons et nous nous intéresserons aux questions de gouvernance et à tout ce qui peut codifier la relation entre celui qui soutient et celui qui est soutenu. Nous ne prendrons pas dans ce champ d'analyse les services publics, qui sont, eux, encadrés par une concession et financés par des moyens publics, redevances ou financement direct. Cette charte sera bien entendu évolutive et elle sera au cœur de l'activité et du dispositif de l'IMP. Elle sera accompagnée par 3 autres grandes activités. En amont, et nous avons déjà commencé à le faire, nous nous intéresserons donc aux définitions conceptuelles de la production du commun, à sa résonance dans le domaine des médias. Nous chercherons à comprendre comment se joue la contribution du média à cette production du commun. En clair, nous nous intéresserons à la valeur publique médiatique. Nous chercherons à travailler sur une série d'indicateurs qui établissent cette valeur publique médiatique. Lorsque l'on parle des communs, on s'intéresse d'abord à ce qui rassemble, à ce que partage la société. Le postulat général ici est de considérer les médias qui offrent de la valeur publique comme relevant d'une infrastructure de base vitale à la société. Un peu comme l'air qu'on respire, si vous me permettez cette métaphore un poil ambitieuse. Nous formulons des hypothèses à ce sujet. Des hypothèses que nos travaux, les analyses des cas évoquées il y a un instant, devront confronter, compléter. Nous avons l'intention de constituer ainsi progressivement une sorte de librairie de cas accessible à toutes celles et ceux qui envisagent de s'engager dans le soutien aux médias. En matière de valeur publique médiatique, nos hypothèses de départ couvrent 3 grands champs. D'abord, il y a la notion d'impartialité dans le domaine journalistique. L'impartialité dans le traitement des points de vue, des perspectives, dans la sélection et la vérification des sources, quelles que soient les thématiques couvertes.
Si l'objectivité pure est un concept quasiment impossible à attester, et les nombreux professionnels présents ce soir en témoigneront certainement, par contre, la recherche d'impartialité journalistique, elle, est une affaire d'expertise professionnelle. L'équilibre, la vérification des informations sont au cœur de ce processus complexe, coûteux, qui exige du savoir-faire. Il y a ensuite la capacité à organiser et modérer un dialogue public constructif, utile à la société, accessible à toutes et tous. La modération des échanges est évidemment très importante pour éviter le piège de la confrontation émotionnelle et réactive, qui ne débouche sur rien. Il est d'ailleurs fascinant d'observer cette inversion de paradigme qui sacrifie la modération sur les grandes plateformes numériques au nom de la liberté d'expression, elle-même productrice de vérité par la magie d'une intelligence collective convoquée ici à bon compte. Les premières données collectées par Bodyguard, spécialiste de la modération des contenus en ligne pour le journal Les Échos, indiquent exactement au contraire que le nombre de passages haineux, soit les insultes, la haine, le racisme, la discrimination physique, l'homophobie, a augmenté de 23% sur Facebook aux États-Unis depuis le 7 janvier. Et l'arrêt immédiat du fact-checking. Sur Instagram, la hausse est de 21%. Un dialogue public, modéré, permet aussi de casser l'enfermement dans ces bulles qui gomment toute expression contradictoire. L'exigence d'impartialité et les conditions cadres d'un dialogue sociétal documenté, apaisé, sont d'autant plus essentielles que des menaces très concrètes planent sur les démocraties, notamment européennes, et je n'ai pas besoin de vous parler des États-Unis. En Allemagne, en Pologne, par exemple, des processus de défense contre les manipulations algorithmiques les plus sophistiquées sont érigés. En Roumanie, les résultats de l'élection présidentielle ont été invalidés en raison de l'omniprésence d'un candidat sur le réseau TikTok qui compte beaucoup d'utilisateurs dans ce pays. La Moldavie a été confrontée à des achats massifs de votes via le réseau Telegram à l'occasion d'une votation liée à une éventuelle adhésion européenne. Nos voisins français ont mis en place Viginum, un système de protection contre les ingérences numériques étrangères. Giuliano da Empoli a décrit le mariage extraordinaire, le mariage entre la science des algorithmes et l'énergie des mouvements politiques conservateurs populistes. Il y a quelques années, dans un essai annonciateur et saisissant, Les ingénieurs du chaos, je vous en recommande la lecture. Troisième grande hypothèse concernant l'expression de la valeur publique médiatique, c'est la production de contenus originaux ancrés dans l'espace culturel auquel ils sont destinés. Là aussi, il est fascinant de mesurer l'évolution. Il y a 50 ans, les grands journaux, les radios et surtout les images de la télévision amenaient le monde dans les foyers. C'était spectaculaire, précieux, coûteux. Les localiers, les malheureux localiers, étaient regardés avec un peu de condescendance par les grands reporters, eux au sommet de la chaîne alimentaire médiatique. Aujourd'hui, le flux du monde est ininterrompu et donc déprécié. À l'inverse, les contenus locaux, la proximité, tout ce qui permet l'identification est devenu une denrée rare, appréciée, courtisée et chère. Le global s'est banalisé, il est même un peu craint, quand le local s'est valorisé. Pour chacun de ces grands chantiers, pour l'intention d'impartialité, pour le soin du dialogue et pour l'ancrage, nous chercherons à identifier quelques marqueurs, quelques indicateurs qu'il sera possible de suivre. Bien évidemment, ces marqueurs ne devront en aucune manière empiéter sur les choix éditoriaux ou programmatiques des médias ainsi soutenus. Et je pars du principe que les études de cas empiriques auxquelles nous allons procéder vont enrichir ces premières hypothèses, apporter de nouvelles perspectives. Enfin, dans une deuxième étape, proche, mais dans une deuxième étape, il sera certainement utile d'ouvrir une sorte de laboratoire, une exploration des nouvelles formes d'expression médiatique de la valeur publique, de la production du commun, car cette valeur publique, mesdames et messieurs, n'est pas ancrée ad vitam aeternam dans des expressions médiatiques établies, dans des médias généralistes bien connus. Ces expressions sont au contraire très dynamiques, il faut sans cesse les observer, observer aussi les relations qui se nouent avec les publics, eux-mêmes polymorphes et changeants.
C'est pourquoi notre initiative mise sur cette démarche croisée d'expertise académique et professionnelle. Car à la fin, voyez-vous, je crois que nous sommes face à une double légitimité. Celle du média, qui doit être capable de témoigner à la fois de sa valeur publique et de sa capacité à trouver à terme un équilibre, une indépendance économique, et celle de la philanthropie au sens large, qui doit pouvoir témoigner d'un engagement basé sur une intention claire et une gouvernance solide. La relation entre ces deux légitimités est le moteur de la troisième voie dont je vous parlais. Et puis, l'IMP est mise aussi sur une ouverture internationale. Je l'ai évoqué à l'instant, je suis très heureux d'annoncer la concrétisation d'un partenariat entre l'Université de Genève et HEC Montréal autour de l'initiative Média Philanthropie. Il faut croiser les regards, et dans ce domaine, la scène philanthropique nord-américaine apporte, particulièrement dans le nouveau contexte politique, des enseignements certainement très riches. Et puis, mesdames et messieurs, permettez-moi un mot sur Genève, sur mon alma mater que je suis très heureux de rejoindre aujourd'hui. Genève est un centre en matière de philanthropie. Il est ainsi logique que l'Université de Genève se saisisse d'une telle thématique. Je voudrais ici remercier Henri Peter, le fondateur du Centre en philanthropie, Nicolas Duvou, le directeur actuel que vous avez entendu il y a un instant, toute l'équipe du Geneva Center for Philanthropy et tous les partenaires du centre pour leur accueil, leur soutien quasi spontané à cette initiative. Et puis j'aimerais aussi remercier l'Université de Genève, représentée ce soir par sa rectrice, Audrey Lebas. Dans son dialogue avec la Cité, je pense que l'université a absolument vocation à se saisir des sujets qui traversent la société. C'est à l'évidence le cas de la situation des médias et de leurs impacts majeurs sur la société. Alors je suis très content, très heureux, Madame la rectrice, que l'Université de Genève s'engage ainsi sur ce terrain, d'une manière ouverte, en se positionnant sur la carte suisse et internationale. Enfin, et cela sera ma conclusion, j'espère vraiment qu'avec cette initiative, nous pourrons, et son apport méthodologique, avec ces outils, nous pourrons favoriser le développement de nouvelles formes de financement des médias et cultiver l'émergence de nouvelles expressions médiatiques. Nos sociétés en ont besoin, c'est important, c'est urgent, maintenant. Merci. Merci cher Gilles, cher directeur de l'IMP. Nous allons avec grand plaisir accueillir à la tribune quatre panélistes qui vont illustrer cette ouverture internationale que l'IMP, le GCP souhaitent d'emblée avoir pour aborder la question du financement de la troisième voie pour les médias. Et je voudrais inviter M. Patrice Schneider à nous rejoindre, Mme Snejana Green, Mme Florence Turpot-Desroches et M. Sylvain Lafrance. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir. La volonté, on va ouvrir une table ronde avec vos interventions. La volonté du centre, de l'IMP, c'est de rendre visible la matière des initiatives, de rendre visible aussi cette polarité qui a été dessinée par Gilles dans sa conférence, cette polarité entre les menaces qui traversent l'espace médiatique, l'espace démocratique d'un côté, et puis les expériences positives, les expériences qui appellent à de l'espoir pour la création de ces nouveaux modèles. Donc je vais très brièvement présenter les premiers intervenants et ensuite laisser Patrice Schneider d'abord et Snejana Green faire une présentation des enjeux sur les défis qui concernent les médias dans le monde d'aujourd'hui. 2 mots de présentation. Patrice Schneider, c'est un professionnel aguerri du monde des médias, correspondant de guerre à l'origine, et puis passé à la direction et à l'organisation de grands médias tels que Hachette Magazine ou Times Warner Group. Patrice
au cours des 25 dernières années, à travailler avec une organisation dont tu pourras nous parler, le Media Development Investment Fund, et dont tu es actuellement le Chief Strategy Officer. Et dans ce rôle, tu as contribué à mettre sur pied parmi les fonds les plus originaux en soutien à la liberté de la presse, en soutien aux médias indépendants dans des pays où ceux-ci étaient menacés de prédation, menacés de capture. Et ton engagement pour la liberté de la presse a été démontré à travers la création du fonds Pluralis, par exemple, à travers de très nombreuses initiatives en Europe et dans l'ensemble du monde. Et je rajouterais que tu es un observateur très avisé des évolutions de ce secteur et de la troisième voie, de son émergence et de ses enjeux. Et c'est vraiment l'ensemble de ces contributions, ainsi que de celles de Snejana Green, dont nous allons pouvoir bénéficier dans un premier temps. Juste un mot pour dire que Snejana, thanks a lot, and we wish you the warmest welcome at the UniGA. You will talk in English, and so we will have a short span of the conversation in this language, and feel free, all of you, to ask your questions in any language you wish. Et Snejana, je reviens, I go back to French in order to make a quick presentation, and Patrice will go ahead. Vous travaillez comme une directrice de programme pour le Cyrus Vance Center for International Justice. Vous avez travaillé, vous avez fait vos études à l'université d'Oxford et vous êtes spécialisé sur la question de la liberté de la presse, press freedom, et vous avez travaillé avec le MDIF, dont Patrice Schneider va nous parler. Patrice, bienvenue à toi. D'abord, j'ai l'impression que je dois faire 3 excuses. La première, c'est que j'ai un passeport canadien, donc je suis québécois, donc une excuse à mes compatriotes parce que je vais faire ma présentation en anglais. Mais j'ai aussi un passeport suisse, donc je dois m'excuser auprès de mes compatriotes francophones suisses. En plus, j'ai un nom germanique, donc mes voisins zurichois vont nécessiter une excuse aussi. Donc, avec votre plaisir, avec votre permission, pardon, je vais passer en anglais. Est-ce qu'on peut y aller ? C'est toujours le nom germanique. C'est moi? C'est moi. Alors, first of all, we're very delighted to be here and to be able to contribute to the IMP, l'Initiative Média et Philanthropie. And the way I will do it is to humbly share what the organization I represent here, Media Development Investment Fund, has been doing for 30 years. You've heard a little bit about the third way that seems to be a direction in which we can look towards finding the equilibrium of finding proper funding of independent media. Well, MDIF has been doing, we feel, this for 30 years. We've never called it the third way, but in a way we feel we can very humbly contribute from what we've done in the world for 30 years to this extremely important initiative. MDIF, we consider ourselves a combination of despite our name, investment fund, we are a 501c3, we are a non-profit, we're a charity, but we consider ourselves a combination of a human rights organization, the right to have access to unfettered, unbiased information, that is a human right, and an investment fund. And this has all come together into a non-profit. And what we've been doing for 30 years is basically mobilizing concessional capital, both philanthropy, but also the impact investment world, high net worth individual, and also you'll see increasingly corporate, as Gilles mentioned at the beginning of awakening from other parts of society that feel that if the public discourse collapses, we all collapse. And that is what I'm intending to do in the first 3 minutes, or already passed. How much of that third way has been done? We've deployed $325 million from this third way capital, coming all the way, I repeat, from the spectrum of philanthropical capital, but also to grants, all mixed together to be able to invest in the most independent voices in emerging democracy.
tied to this capital, I mean, you have the numbers, 154 media companies, but more importantly, those 49 countries are all countries with a history of media oppression. We never thought we would have to think about it in Western Europe or in the North in general. We never thought. We were constructed to take care, you'll see in a second, to countries outside. But now we feel that we need to contribute very humbly, I repeat, to initiatives that will go much more globally and so forth. 49 countries that I would add to the 325 million of investment. These were investment. We've added 49 million of technical assistance. So the model of MDIF is very simple, and the theory of change is like childish. If you are financially independent, you will be editorially independent. And if you are editorially independent, you will have an impact on society. That has been one of our compass for 30 years. So this is why with the 325 million we've deployed to these companies, we've also deployed help. Who are they? They go from Guatemala, El Periódico, by my friend Jose Ruben Zamora, now was in house arrest, but since last night will be re-put into prison after running El Periódico and being one of the biggest change agent in his country, providing, a watchdog to impunity beyond the courage of anyone I know. He's going back to prison tonight. Also at the other end of the world, Maria Ressa of Rappler has been the people we've been contributing, Nobel Prize winner, one of the co-Nobel Prize winner of the Peace Prize, actually. But also, very close to home, Rzeczpospolita in Poland, which was about to get captured by a state-owned company in Poland. Let me repeat that. A state-owned oil and gas company was going to capture the Wall Street Journal of Poland. So those are the people we help. I'm sorry, but I can't help but thinking about what I did last night. This is Mzia. She runs Batu Melebi. She also took an investment from us, and we've been supporting her. They've decided to put her in prison. She's in hunger strike right now. If anyone is interested in Georgia and have an affinity for it, please talk to me after the conference. Our work never stops. So finally, the third way. If we look at the way we've been doing very humbly for 30 years, what we call the third way is not only philanthropy, but inside is the ability to capitalize on different forms of societal interest into the public discourse. Yes, foundations, but also impact investor, also banks. I'm happy to share during the Q&A who we have, but also high net worth individuals. But what I do find the role of philanthropy is critical in the third way is to be a catalyst. As my friend Monsieur Peter said recently, philanthropy is supposed to be giving for the public good. I think one of the ways that philanthropy could give for the public good is to be a catalyst for the third way and bringing in all forces of society, because ladies and gentlemen, we're in front of this right now. We are all going to be implied by what is coming towards us, which I'll say at the end. Now I will just leave the word to my colleague, my dear colleague, Snezhana, to tell you exactly what it means to be able to contribute the third way in the IMP. Thank you, Patrice. Thank you so much, Patrice, and hello, everyone. I am going to quickly reintroduce myself because I'm wearing two hats today. One hat is the company I'm currently working with, which is called CyrusR Van Center for International Justice. The Van Center is a not-for-profit arm and affiliate of New York City Bar Association. They're headquartered in New York City. I have joined them 2 years ago in their public interest reporting program. Previous to that, I have worked with MDIF for over a decade. In their legal department, so I'm quite familiar with all of these outlets that Patrice has outlined, and I will talk about MDIF's media model in a personal capacity today. Before I begin, I just want to quickly say that when I refer to media outlets or independent media outlets working for common good or for public interest, I'm going to call them PRIs, or public interest reporting organizations. Why? Because for someone like me, who is a human rights lawyer, it's quite easy to understand what public interest means in the context of defending media outlets. Why? Because it's one of the two, sometimes three, but one of the major defense strategies
that are deployed to defend independent media outlets when they are, for example, subject of a lawsuit, of a defamation lawsuit. So public interest defamation, public interest strategies is #1 strategy besides the truth to defend media outlets. So that's why I'm calling them PRIs. Now, we're here to talk about investing in PRIs. And if you truly want to fund public interest reporting, you have to not only look to fund independent media or public interest reporting organizations, you have to look in the entire ecosystem. And why am I saying this? Because the ecosystem is actually in a very critical state right now. We see challenges abound left and right when it comes to the way how public interest reporting organizations have been operating. I'm going to name a few. Soft censorship, media capture, slap-type lawsuits, exiled media. Those are all very new terms that have been in use by human rights lawyers and by journalists for the last decade. I will give you one example of what, for example, soft censorship is by giving you a really brief story, which is a true story. So I was 10 years ago working for MDAF in a hotel conference room. The whole day we were looking at the financial model, we were looking at legal documents, we were looking at auditing, financial statements, etc. And during one of the breaks, the CEO, the chief operating officer of that company came to me and he showed me a very colorful graph. And I was like curious because it didn't look like a legal document or a financial paper, it actually looked like a research. I'm like, what is that? And he said, well, this is our revenue before the current administration got to power, and this is our revenue right now. And once I was able to take a look at the numbers, they were speaking of complete advertising boycott. And when I say complete advertising boycott, I'm encompassing very different strategies deployed by the administration after they took the power to strip this media outlet of cash. So cancellation of subscriptions was one method. Cancellation of all public interest reporting, public interest advertisements in that particular outlet as well, were the second strategy they deployed. And they also went after the private advertisers to pressure them to stop advertising in this particular media outlet. So these are the type of the countries that Patrice was explaining, that are actually oppressive governments that will not stop short from trying to shut down media outlets. This particular media outlet had to exile. That's another issue that I haven't mentioned. Exiled media is actually on the rise, not that much in the countries of Europe, but they come to Europe because they're exiling from their own countries where they have been incorporated because they're unable to work. They still target their audience back in their countries. And you can just imagine the complexities of being an exiled media, from being an exiled journalist, right? You don't have the residence permit. You have to set up your operation. It's very difficult to do all that. Media capture, we have heard that today as well multiple times. There are articles that have been written about media capture. If you're interested in this field, I would really warmly encourage everyone to take a look at the assessments that have been done, that there's actually 4 steps to media capture and how it starts. And it usually starts by targeting the regulator and then the public service media. And then it goes to target the civil society and the rest of the media outlets, being non-profit or for-profit. Now I have identified challenges to the current media model and the current media or PRI ecosystem. Juxtapose that for a second to official development assistance, which is the support that developed governments are providing to developing countries for a variety of programs, including human rights programs, and journalism is one of them. Well, the ODA, or the official development assistance, has historically fallen short. It's 0.0 something of the entire amount of money that's actually spent to assist countries across the globe. Now, the result of all of this, I mean, we know that. We've heard that multiple times. We live in the world which is flooded with misinformation. We live in our own information bubbles, right? And we know what those create, endangering our democracies, dividing our communities, and really threatening our livelihoods.
But I'm not here to give you that dim story or the pessimistic story. I'm actually here to bring you a ray of light and to describe something and these models that have been flourishing across the globe, because we also live in a times of unprecedented opportunity, the one where we have the power and the responsibility. With power comes responsibility to do something about it, to stay in our lanes, to do our job, being a human rights lawyer, being an investment fund, being a philanthropist. Like, where is the need? And I would encourage you to look at your communities, to look at your media outlets, to do a very thorough needs assessment, because quite often what I actually hear from media outlets on the ground is that they have access to philanthropy, but it's either tied to quite a lot of paperwork, or it's tied to programmatic support that's usually replicated, developing business models, for example, and stuff has been very popular. So I would encourage you to look at do the needs assessment of the media outlets and see what is it that they actually need. So holistic approach is very critical and really very urgent at this point. I'm going to move very quickly now to describe the MDIF's model, or the impact model. MDIF has pioneered, as Patrice explained, the field of implementation of impact investing in media for public good. It has a very rigorous due diligence process, which is spanning from due diligence of the content of its applications, of its applicants, due diligence, financial due diligence, and legal due diligence. And I'm talking, this is a pre-investment, right? This is assessing the applicant who wants an investment or who wants to support. This fund is, I think, very important is to stress that it is not a grant-making fund. Even though it is giving the grants, it is actually an investment fund. The process that MDLF has ensures that the fund invests only in media outlets that enjoy high audience trust, has transparent, independent ownership, clear of any interference into the editorial. The primary focus of the Media Development Investment Fund is rooted in building financial sustainability of media outlets. The process scans the target client to identify weaknesses in its financial sustainability and build its capacity. This is not a small feat. It's quite a complex task on its own. And last, but perhaps the most important, the way how the fund does it exclusively on the premise of strict non-interference in editorial. And we call it internally, they call it internally editorial firewalls. So for these 30 years of knowledge that MDLF team has accumulated by investing globally is now being shaped into a series of high-level memos that are designed to offer insight into the essence of MDLF's impact model. And this is, in a way, MDLF's contribution to the field and to with offering its expertise, its insight into its model to strengthen the efforts to support the PRIs and its ecosystem. I'm going to tell you a very quick story as well. 1 minute. 11 years ago, 12 years ago, I was involved in a research. I'm not going to name the company. I was involved in a really large research with a really large pool of survey participants. And we were tasked by exploring the intersection between new technologies and challenges or opportunities for the media. Many of them back then identified new technologies both as a challenge and as an opportunity, but very few of them knew how to tap into the revenue and what to do with the new technologies, how to actually implement them in their own operations and daily work. Fast forward 15 years later, we see a very new breed of PRIs. They're agile, they're resilient, and they're guided by lean operational principles. And the way how they work is they de-risk operations and they de-risk investments into them as well at the same time. And they also build on understanding that unity and strength is in numbers. So we see fact-checking organizations that are organized, we see collaboratives, we see cooperatives, we see a variety of models that are between nonprofit and for-profit, taking advantage as well at the same time of what the new technologies have to offer them. These types of PRIs are ahead of the curve. They report in public interest. They're usually highly skilled investigative journalists, and they really, at this point in time, which is very critical, need philanthropy and everybody else who is interested in supporting them to meet them where they are.
to adopt that same forward-thinking model and meet them where they are, do the needs assessment, and understand what is it that they need support with. I'm going to stop right here and hand over the floor to Patrice to let us a little bit more about, give us more insight into the topic. Thank you, Snejana. I propose that we talk about the future probably in the Q&A, and I will. But thank you for your time. Thank you, Snejana. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon impressionnant. Pour résumer un peu les choses dans la langue locale, il y a une expérience incroyable de 30 ans d'engagement dans le monde entier. Il y a des modèles d'intervention qui ont été examinés, il y a des menaces qui se précisent, il y a des réponses que l'on peut trouver. Et un des enjeux clés autour de cette relation, c'est évidemment les questions liées à la gouvernance et à la manière de l'organiser. Alors pour continuer un peu dans ce voyage autour des enjeux, j'aimerais maintenant vous présenter quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, qui a été dirigeant d'une radio-télévision publique au Canada, Radio-Canada en l'occurrence, la partie francophone, c'est un peu l'équivalent de la RTS ici, Sylvain Lafrance, qui depuis a changé d'activité, s'est dirigé vers HEC Montréal, a créé le pôle média de HEC Montréal. Et lorsqu'on a commencé à discuter de ce projet, eh bien, a immédiatement considéré que c'était important qu'il y ait une résonance de l'autre côté de l'Atlantique et que aussi l'expertise nord-américaine puisse être amenée sur ce projet. Sylvain Lafrance est venu en force. Je lui passe la parole pour qu'il nous explique l'engagement d'HEC Montréal. Merci Sylvain. Merci, merci beaucoup, Gilles. Et vous savez, mes premiers mots seront pour remercier d'abord les dirigeants de l'Université de Genève, parce que c'est important pour nous ce soir, parce que c'est dans le fond le début de 2 partenariats. On a signé avec l'Université de Genève d'abord un grand partenariat général entre HEC et l'université qui comprend plusieurs projets possibles en matière de mobilité étudiante dans plusieurs domaines. Donc, c'est un grand partenariat beaucoup plus large. Et ce partenariat-ci, qui est très important pour nous à HEC, celui de l'initiative Média Philanthropie. Et je suis vraiment très content. Vous savez, HEC Montréal, c'est une école on dit parfois une école de commerce, parfois une école de management. Souvent, je trouve d'ailleurs que pour les jeunes, ça fait un peu sérieux tout ça. Ils ne comprennent pas tout à fait que les écoles de commerce, les écoles de management sont des écoles, au fond, très généralistes. HEC Montréal, on a une chaire sur la gestion des arts, la gestion de la santé, la gestion du sport, la gestion des médias. Donc, on est présent dans à peu près toutes les sphères de l'activité humaine et ça ouvre beaucoup de portes de partenariat. Et on est vraiment très heureux à HEC de s'associer à l'Université de Genève. Je veux saluer au passage des gens qui m'accompagnent aujourd'hui, entre autres Faustine Chevet de notre bureau de Paris, qui est délégué en Europe pour HEC Montréal et qui est avec nous ce soir. Éric Bratt, un prof associé avec moi qui nous accompagne, qui nous a accompagnés pendant ces 2 jours, qui sont là. Et aussi, un autre Québécois de Lausanne que je veux absolument saluer, qui s'appelle Daniel Simon, il est quelque part dans la salle, et il est président de l'Alumni Europe de HEC Montréal. Et vous savez que nous comptons ici, en Suisse, 600 alumni de HEC Montréal. Donc, on est depuis longtemps très présents de différentes façons à Genève. On est très contents. C'est drôle parce que, 2 minutes sur le pôle média aussi, on a créé le pôle média il y a 12 ans, effectivement. C'est un pôle de recherche, d'enseignement et de transfert, ce qu'on appelle le transfert, donc la remise à la société, sur l'univers des médias. Donc, on a mené beaucoup d'initiatives depuis ce temps-là. Donc, c'était tout à fait normal pour nous, quand Gilles et Nicolas nous ont approchés, de s'associer à un projet comme celui-là, parce que j'écoutais tantôt Gilles raconter un peu les difficultés de l'univers des médias en Suisse et je me disais, je pourrais donner à peu près les mêmes chiffres partout pour le Canada. Le nombre de journalistes qui ont perdu leur emploi dans les 2 dernières années, le nombre de médias locaux ou nationaux qui sont tombés, les médias sont dans une énorme difficulté. Et j'avais d'ailleurs un peu de nostalgie parce que je l'écoutais en me disant, je pense que ça fait 12 ans que je suis professeur associé à HEC Montréal et qu'on décrit ce qui va se passer avec la polarisation des médias, ce qui va se passer avec le discours haineux, ce qui va se passer avec les GAFA qui font qu'on a des peines à faire découvrir nos émissions nationales au Canada, à financer nos émissions nationales au Canada, parce que ces grands joueurs-là arrivent parfois sans foi ni loi, contournent toutes nos réglementations et s'installent dans nos affaires. Ça fait presque 10 ans qu'on décrit tout ça. Et ça ne vous a peut-être pas échappé qu'il y a eu une élection aux États-Unis récemment.
Et on se retrouve dans une étrange période où les médias vivent aujourd'hui, particulièrement du côté sud de la frontière, d'énormes difficultés auxquelles vont peut-être s'ajouter des difficultés de financement énormes. On est dans une période qui est vraiment inquiétante. Je dis souvent qu'après la mondialisation joyeuse du début du siècle, on assiste à une démondialisation assez inquiétante actuellement, en tout cas quand on vit du côté du Canada avec tout ce qui se passe actuellement. Alors tout ceci pour dire que cette problématique-là des médias, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour se dire qu'il faut absolument s'intéresser à la capacité des médias de jouer leur rôle pour créer du vivre ensemble, pour créer ce que Nicolas Devoux a appelé tantôt, et j'ai bien aimé d'ailleurs l'expression que vous avez utilisée, vous avez dit pour faire société. Je pense que c'est plus que jamais le moment de faire société. Et là-dessus, on vous a quand même apporté un peu d'optimisme, parce que dans toutes ces expériences médiatiques difficiles, on va échanger, on va apporter, nous, des visions nord-américaines de ce qui se passe là-bas. On va comparer parfois avec ce qui se passe en Europe et souvent avec ce qui se passe en Europe. Il y a des expériences qui vont mal. Il y a aussi des expériences qui portent beaucoup d'espoir, des trucs qui marchent. On en a beaucoup. Et on a décidé de vous en apporter un. Et il s'agit du modèle du journal La Presse à Montréal. C'est un modèle extrêmement intéressant parce que La Presse, qui est peut-être le grand journal de référence au Québec, a entrepris, il y a plus d'une dizaine d'années, je pense déjà, un changement vraiment en profondeur. Une innovation technologique extraordinaire, une innovation totale de son modèle d'affaires, une innovation, je le dis aussi, de sa personnalité éditoriale, où il s'intéresse beaucoup au dialogue, au vivre ensemble, à la façon de créer effectivement cette société qu'on doit créer. Et je trouve que La Presse est un exemple assez parlant. Et en plus, le modèle fonctionne, ce qui est extrêmement important à entendre. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de vous présenter ce modèle-là. Alors, je vous présente tout de suite celle qui est la vice-présidente communication et philanthropie du quotidien La Presse à Montréal. Alors, Florence Turpot-Desroches est avec nous ce soir pour nous présenter ce modèle-là. Merci. Bonsoir tout le monde. Vous reste-t-il de la capacité d'attention? J'espère, parce qu'ils viennent de dire que j'étais votre soleil dans la soirée. Donc, je suis le côté positif de tout ça. Je vais essayer de vous rendre de bonne humeur. C'est parti. Donc, en fait, je suis vraiment très, très fière d'être ici ce soir et d'avoir fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir vous raconter la grande histoire derrière la transformation de la presse. Je vais commencer par les présentations. Donc, je suis à la presse depuis 16 ans. Donc, des fois, je dis que je suis à la presse depuis toute ma vie. C'est un peu ça. Je suis d'abord et avant tout une journaliste. Donc, j'ai évolué à différents postes dans la rédaction de la salle de rédaction de la presse. Donc, j'ai occupé des postes de direction dans des sections plus magazines, les arts, la culture, la section actualité, les journalistes d'enquête, les journalistes à l'international. Et j'ai même géré la section automobile. Donc, c'est vous dire comment je suis polyvalente. Et en 2019, en fait, j'ai traversé de l'autre côté du miroir pour aller bâtir le tout premier programme philanthropique de l'histoire de la presse. Donc, nous allons y revenir, évidemment. Et donc, je pourrais parler de l'histoire de la transformation de la presse, mais c'est avant tout une incroyable aventure. Donc, c'est une aventure qui nous a poussés à repenser en profondeur nos produits, nos méthodes et même complètement notre modèle d'affaires. Donc, grâce à ces transformations, Sylvain le disait un petit peu, la presse aujourd'hui est en bien meilleure posture que la grande majorité des joueurs de son industrie. Donc, mon histoire se termine bien, c'est ça que je dis. Et donc, aujourd'hui, je veux, en quelque sorte, vous inviter à tirer avec moi sur ce petit fil rouge-là qui, étape par étape, nous a guidés vers une révélation essentielle, la philanthropie comme moteur de notre avenir. Et pour y parvenir, nous avons fait plusieurs paris audacieux quand même, mais le plus grand, c'était de décider de tout déconstruire pour pouvoir mieux reconstruire. Et c'est cette trajectoire-là que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc d'abord, la presse, c'est quoi? C'est un média qui est aujourd'hui 100% numérique, indépendant, à but non lucratif, et qui rejoint 4 millions de lecteurs chaque mois. Donc, 4 millions de lecteurs, c'est 60% de la population francophone au Québec.
On a aujourd'hui la plus grande salle de rédaction francophone en Amérique du Nord avec autour de 220 journalistes et on est soutenu par une communauté de 62 000 donateurs à chaque année. La presse, c'est aussi une offre d'information complète qui se décline sur différentes plateformes, dont une édition quotidienne pour tablette, une application mobile pour téléphone intelligent, un site web et une multitude d'infolettes qui cumulent aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. Et tout ça, c'est 100% gratuit. La presse, c'est aussi un modèle d'affaires qui mise sur la diversification de ses revenus et qui génère des surplus importants depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est une croissance moyenne des dons autour de 10 % par année et une hausse de nos revenus publicitaires dans un marché qui est en décroissance. Donc là, tout va bien. Maintenant, comment on y est arrivé? Donc, la presse a en fait réalisé 2 transformations majeures au cours des 10 dernières années. D'abord, au niveau de nos produits et par la suite de notre modèle d'affaires. Donc, pour constater l'ampleur du changement, je vous propose de retourner un petit peu en arrière à l'année 2011. Donc, à l'époque, déjà, les éditeurs de journaux papier faisaient face à 2 grandes tendances qui allaient fragiliser leur modèle d'affaires. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y avait d'abord la forte décroissance des revenus publicitaires de l'ensemble des éditeurs de journaux nord-américains. Donc, pour vous donner un exemple, entre 2006 et 2011, donc quand même sur une très courte période de 5 ans, les revenus publicitaires de l'ensemble de l'industrie ont chuté de 50 %, et ce, largement au bénéfice des joueurs du numérique qui proposaient des solutions publicitaires qui étaient beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées et donc beaucoup plus performantes. Et la deuxième tendance a été le vieillissement fulgurant du lectorat papier. Donc, entre 2001 et 2011, sur une période de 10 ans, l'âge moyen du lecteur papier est passé de 47 à 62 ans, donc une augmentation de 15 ans, qui est due, entre autres, à la disponibilité gratuite d'une information de qualité sur le Web et aussi de l'aisance avec laquelle les plus jeunes générations arrivaient à adopter ces plateformes-là. Donc, majoritairement pour ces 2 raisons-là, il nous est apparu évident que le modèle du journal papier n'était plus le bon véhicule pour affronter les défis de l'avenir et aussi pour soutenir une salle de rédaction d'envergure pour arriver à rejoindre le plus grand nombre de lecteurs. Donc, on a entamé une réflexion profonde sur l'avenir complet de notre organisation. La première étape, comme je le disais, a été de complètement réimaginer nos plateformes pour passer d'une distribution essentiellement papier à une 100% numérique. Et au cœur de ce redesign-là, s'est inscrit le développement durant 3 ans. Donc, ça nous a pris 3 ans de l'application phare, La Presse Plus, que vous voyez à l'écran. Donc, c'est une édition quotidienne pour tablette qui est numérique, interactive et qui offre une expérience de lecture qui est d'un autre niveau. Donc, par la suite, on a aussi procédé à la refonte de notre application mobile pour téléphone intelligent et finalement de notre site Web. Mais en parallèle au développement de nos produits, et c'est sûrement le plus important, on a aussi revu l'ensemble de nos structures, de nos processus et de nos outils pour réaliser notre vision numérique. Donc, ça a été une transformation humaine et organisationnelle excessivement complexe, presque tout aussi complexe que le développement de nos plateformes numériques. Donc, pour vous donner une idée, on a complètement revu le rôle et les responsabilités de l'ensemble de nos équipes et on a changé presque la totalité des descriptions de tâches de nos employés. Ce n'était pas si simple. La deuxième étape de la transformation a été d'entamer une importante réflexion sur le modèle d'abonnement à notre contenu. Donc, sur une période de 2 ans, nous avons mené plusieurs études d'envergure pour arriver à évaluer la volonté du public de payer pour une information numérique. Et nos études nous ont démontré que dans le scénario le plus optimiste, on allait avoir 70 000 lecteurs qui étaient prêts à payer pour un abonnement. Donc, je vous ramène à notre 4 millions de lecteurs qu'on a aujourd'hui. Le constat pour nous a, à cette époque, été assez limpide. Donc, faire payer pour la Presse Plus aurait entraîné l'effondrement de notre lectorat, donc de nos revenus publicitaires et donc du modèle économique complet de la presse. Mais de façon
beaucoup plus importante, nous n'aurions pas respecté le cœur de notre mission, qui est de rendre accessible notre contenu à l'ensemble de la population québécoise. Et malgré de nombreux doutes soulevés, il y en avait beaucoup, des doutes, et même Sylvain avait des doutes à l'époque, on s'en souvient, il était un de nos critiques. Donc, malgré les nombreux doutes qui ont été soulevés, autant à l'externe qu'à l'interne à la presse, on a donc quand même choisi de faire le pari de la gratuité. Donc, à la presse, on croit fondamentalement que l'information est un bien public qui doit être accessible à l'ensemble de la population et non uniquement à ceux qui ont les moyens de s'abonner à un média. On pense aussi qu'il est dans notre mandat de permettre au plus grand nombre de suivre l'actualité et de débattre des enjeux de société. Et pour y arriver, on devait demeurer un média de masse pour défendre notre culture et la société francophone dans laquelle on évolue. Aujourd'hui, tout ça, ça semble assez évident à l'ère des fausses nouvelles. On en a parlé un petit peu, de la montée de l'intelligence artificielle générative, qui rend très difficile l'idée de distinguer le vrai du faux. À l'époque, on n'en parlait pas tant, il y a 10 ans. Donc, opter pour la gratuité du contenu a été pour nous un aspect incontournable pour assurer notre succès. Et toujours dans notre réflexion sur notre transformation, on devait aussi pouvoir solidifier notre modèle d'affaires pour assurer la pérennité de la presse. Donc, dans un premier temps, nous avons investi massivement pour moderniser toute notre infrastructure publicitaire et offrir des solutions qui étaient à la hauteur des attentes de nos annonceurs. Donc, le développement de nouveaux produits et aussi la mise en place d'initiatives en lien avec l'acquisition et l'analyse de la donnée sont au cœur de notre réussite. Et aujourd'hui, c'est cette innovation constante, et je prends la peine de dire constante parce qu'on ne doit jamais arrêter, qui nous permet de nous démarquer et donc d'enregistrer la hausse dont je vous parlais au niveau de nos revenus publicitaires. Donc, au niveau publicitaire, nos concurrents ne sont plus les autres médias traditionnels. Ils sont littéralement devenus Google et Meta, et c'est ça qu'on réfléchit, et c'est dans cette optique-là qu'on développe les nouveaux outils qu'on développe. Donc, la vaste majorité de nos textes sont aujourd'hui consultés par des lecteurs qui sont authentifiés, donc qui se sont créés un compte tout à fait gratuitement. Et ça nous permet, entre autres, de produire des segments riches sur des profils de lecteurs et de proposer, donc, une offre publicitaire extrêmement précise, extrêmement ciblée. Et cette innovation-là ne sert évidemment pas que les revenus publicitaires. Alors, j'en arrive à parler de mon sujet préféré, la philanthropie. Quand je parlais au début du petit fil rouge, c'était pour vous montrer en fait que tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mis en place depuis les débuts de notre transformation nous a permis de bien nous positionner pour être capable de venir installer la philanthropie. Je parlais aussi de diversification des revenus. Donc, on veut à tout prix éviter d'être dépendant d'une seule source de revenus pour pouvoir évidemment mieux gérer les risques. Donc, la philanthropie à la presse est arrivée comme une solution pour venir diminuer notre dépendance aux revenus publicitaires ou encore aux programmes normés qui sont octroyés à l'ensemble des médias au pays par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et la dernière, et non la moindre, étape de notre transformation a été de devenir un média à but non lucratif. Donc, avant d'être un média indépendant à but non lucratif, la presse était la propriété d'un grand conglomérat qui appartenait à une famille québécoise, la famille Desmarais. Et la famille Desmarais a été essentielle pour nous permettre de pouvoir lancer cette nécessaire diversification de nos revenus en ajoutant la philanthropie à nos sources de financement. Donc, ils ont accepté en 2018 de nous céder à une fiducie d'utilité sociale en assurant aussi un soutien financier pour qu'on puisse terminer notre transition. Encore là, le pari était assez audacieux et assez risqué parce que la presse devait maintenant voler de ses propres ailes. Donc, on avait les bons produits, on avait les bonnes équipes, on avait réussi à développer une capacité d'innovation. Il fallait maintenant convaincre les gens de donner à notre institution. Car là, ce n'est pas si simple. Et je vous ramène à mon aventure du début où je vous disais que j'avais pris la décision de quitter la salle de rédaction pour aller tenter de faire
ce que très peu de médias avaient tenté de faire à l'époque au pays, soit d'entamer une démarche philanthropique en sollicitant nos lecteurs, les grands donateurs, des entreprises et des fondations privées. Et on a été le premier média d'envergure à bénéficier du statut d'OJE, Organisation journalistique enregistrée. C'est un statut qui est octroyé par le gouvernement du Canada depuis 2019 et qui permet aux médias d'être reconnus comme des donataires. C'est un statut qui est important et qui demande la mise en place de règles de gouvernance qui sont très strictes, mais qui reconnaît aussi de façon essentielle le journalisme comme une cause de soutien à part entière. Et au départ, on a voulu mobiliser la communauté sur l'importance de la survie de la presse, parce que c'est de ça qu'il était question, et sur le rôle important qu'elle jouait dans leur quotidien. Ce qu'on espérait, en fait, c'était de réussir à créer vraiment un mouvement qui allait non seulement nous permettre de survivre, mais aussi d'assurer notre pérennité à long terme. Et la philanthropie à la presse, c'est d'abord une histoire d'attachement entre nos lecteurs et leur presse. C'est comme ça qu'ils disent, ma presse. Et donc, notre modèle, c'est naturellement d'abord tourner vers cette base de lecteurs très assidus qui ont été les premiers à nous soutenir. Et la première année, leur mobilisation nous a permis de récolter 3,3 millions de dollars. Donc, fort de cet élan-là, on a choisi de se concentrer sur cette communauté-là en consolidant d'abord une base solide de lecteurs engagés, un socle essentiel sur laquelle on allait devoir et pouvoir bâtir par la suite. Et on s'est vite rendu compte au fil du temps que les gens donnaient lorsqu'ils réalisaient l'impact de la presse et du contenu qui était produit par nos journalistes dans la société. Donc, en 2020, on a atteint 5,2 millions, puis 5,6, 6,9, 7,8, et finalement, en 2024, on a récolté 9 millions de dollars provenant de 62 000 donateurs, dont plus de la moitié donnent aujourd'hui de façon récurrente, donc à chaque mois. Et nous sommes aujourd'hui le média qui récolte le plus de dons au pays, auprès du plus grand nombre de donateurs. Et on a réussi à se rendre là grâce, entre autres, à l'utilisation de la donnée pour arriver à segmenter nos audiences et utiliser la puissance de nos différents canaux numériques pour arriver à susciter des dons de façon ultra précise. Donc, on a multiplié les parcours de dons de façon très personnalisée et le fonctionnement est basé vraiment sur la culture du test. Donc, toujours tester, améliorer, valider nos hypothèses pour arriver à développer notre connaissance, mais aussi notre niveau de confort face à la sollicitation. Donc, on gère une véritable relation qui est personnalisée en fonction du comportement de chacun de nos donateurs. C'est un écosystème qui évolue constamment et qui utilise les bons canaux au bon moment auprès des bonnes cibles avec une vive intelligence d'affaires et qui nous permet de communiquer donc régulièrement et de la meilleure façon qui soit avec chacun de nos donateurs. On a quand même plusieurs défis devant nous. Donc, l'histoire finit bien, mais on a quand même des défis devant nous. Donc, je vous disais que notre première ambition était et est toujours de faire grossir cette masse de gens qui nous soutiennent avec, pour vous donner une idée, des dons moyens de 120 $ par mois. Et on a encore de la place, évidemment, pour faire grandir cette masse de gens-là. Mais, parce qu'il y a un mais, la culture philanthropique au Québec n'a rien à voir avec la culture philanthropique en Europe ou encore aux États-Unis, encore moins lorsqu'il est question de financer des médias d'information. Pour vous donner une idée de notre 9 millions de dollars annuellement, on a 1 million qui provient de grands donateurs qui ont donné 5 000 $ et plus. Donc, on a 45 fondations, entreprises ou individus qui ont fait des dons majeurs. Tous les autres, c'est des lecteurs qui ont fait des dons moyens de 120 $ par mois. Et les freins, donc, à la sollicitation sont encore nombreux. Donc, il y a plusieurs portes qui se ferment en ce moment quand il est question du don majeur à un média. Parce que le journalisme peine encore aujourd'hui à être reconnu comme une cause à part entière, en particulier parmi les fondations et les entreprises qui limitent leur soutien à des domaines qui sont convenus ou qui sont dédiés, comme par exemple l'éducation ou encore la santé.
Mais on parle aussi beaucoup de la crainte d'apparence de conflit d'intérêts. Et ça, on le voit autant auprès de nos prospects philanthropes qui veulent éviter d'avoir l'air de s'acheter une couverture médiatique positive, qu'auprès des équipes à l'interne qui, eux, craignent l'ingérence possible des donateurs dans le contenu. On a donc décidé de mettre en place un fonctionnement qui fait en sorte que tous nos donateurs majeurs doivent signer des ententes qui reconnaissent la valeur de l'indépendance journalistique et qui affirment qu'ils comprennent qu'en aucun cas, ils ne peuvent interférer dans le contenu. Donc, c'est des ententes qui sont aujourd'hui disponibles publiquement et sur notre site. Mais on a encore beaucoup d'éducation à faire auprès des acteurs importants du milieu philanthropique pour pouvoir faire croître notre financement. Mais aussi pour qu'ils puissent bien comprendre que donner à un média, c'est aussi encourager plusieurs causes à la fois. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'une de nos dernières campagnes qu'on a fait où on a voulu démontrer que de donner à un média permettait d'avoir aussi un impact sur les différentes causes qui étaient soutenues. Donc, ça peut être de mettre en lumière des enjeux qui touchent la violence familiale, ça peut être d'informer sur les changements climatiques, ça peut être de braquer les projecteurs sur la pénurie de logements pour aider à la recherche des solutions ou encore pour aider à faire progresser des lois. C'est aussi contrer la désinformation et faire diminuer la polarisation. Et être un média de masse nous a aussi permis de décupler l'impact de nos textes pour réussir à faire bouger les choses. On pourrait même aller jusqu'à parler d'un cercle vertueux où les gens nous donnent pour qu'on puisse multiplier notre impact et redonner pour faire évoluer la société. Et on est plus que jamais déterminés à continuer d'éduquer sur la cause pour arriver à élargir notre communauté de donateurs et renforcer leur fierté de soutenir un média indépendant. Parce qu'au-delà des contributions financières, chaque don est aussi un gage de confiance envers l'excellence de notre journalisme et un engagement profond envers une démocratie saine. En nous soutenant, nos donateurs permettent à un média comme le nôtre de continuer à réinvestir dans sa mission, d'innover sans relâche pour être capable de s'adapter aux nouvelles technologies et donc aussi pour garantir une information rigoureuse et éclairante pour tous. Et ce qu'on arrive à gérer avec la philanthropie à la presse, c'est donc une relation de confiance et d'engagement avec notre public, qui n'a rien à voir avec le genre de relation qu'on aurait réussi à créer avec un abonnement payant. Pour conclure donc, il y a quelques années à peine, nous étions en mode survie. Et aujourd'hui, grâce entre autres à la générosité exceptionnelle de nos donateurs, mais aussi à notre capacité d'arriver à nous transformer, nous avons les yeux tournés vers l'avenir et pouvons maintenant réfléchir à notre développement. Et la philanthropie à la presse aujourd'hui représente un véritable tremplin. C'est un tremplin vers l'innovation, vers une information encore plus accessible, vers un journalisme qui rassemble toutes les générations. Et dans un monde en constante turbulence, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on vit des turbulences en ce moment, s'informer n'a jamais été aussi essentiel. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous en êtes conscient et parce qu'avec nous, vous êtes à la recherche de solutions. Non seulement pour assurer le financement récurrent des médias d'information, mais littéralement pour leur permettre de créer de la valeur dans la société. Parce que pour prendre les bonnes décisions, il faut la bonne information et pour être libre, il faut être bien informé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Florence pour cette très belle expérience. Je crois que ça donne une idée de la manière de travailler de l'IMP, une ouverture internationale permanente, une volonté de comparer les approches en étant lucide sur les défis, mais en étant ouvert sur les solutions et surtout, je dirais, et c'était très visible dans votre présentation, sur la complémentarité des solutions, sur la gradation finalement des modèles, à la fois de soutien
et à la fois de médias et de développement de supports pour l'information de qualité. Donc c'est vraiment cette dynamique, cette dialectique des menaces et des solutions qui va guider notre travail. Je voudrais juste vous poser une question simple qui est pour vous inviter à relever peut-être des éléments que vous avez déjà évoqués, mais pour vous, le plus grand défi à soutenir par l'action philanthropique, selon votre point de vue, et le journalisme indépendant, la liberté de la presse, les médias. Parce que, évidemment, pointe toujours dans le soutien le risque d'interférence. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Alors, selon vos perspectives, selon vos points de vue, and maybe I will start with you, Snejana, because you mentioned it at the end of your presentation, how can a philanthropic support can be elaborated without interfering on editorial choices? And so, can you feel free to answer this question or to evoke the main challenge to this challenging of support to independent media? La parole est à vous. The floor is yours. Sure, of course. Thank you so much. So I mentioned something called editorial firewall. And not many people in this room will know what that means, but internally, when I was working with MDL, it was very clear to us what that means. And that means you're setting up the operational governance structure in such a way that you do not allow interference with the editorial, meaning you leave your journalists, you leave your editorial team to do their job. And if you are a manager, you do your job in your lane. I think that's the simplest answer. Okay. Sure. Thanks a lot. On peut suivre l'ordre de la table. Florence? Bien, je pense qu'au Canada, il y a quand même des règles qui ont été mises en place, notamment avec le statut dont je parlais, pour assurer qu'il y ait une gouvernance et qu'il n'y ait pas de danger. Maintenant, c'est plus au niveau de l'éducation où moi, je vois le plus gros frein. Donc, si les fondations ont l'impression, justement, qu'il y a cette apparence de conflit d'intérêts-là parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur la possibilité de donner aux médias comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a été mis en place, c'est quoi les garde-fous, bien, ça commence avec la peur. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur comment on peut éduquer sur l'importance de soutenir les médias, mais aussi tous les garde-fous qui sont mis en place pour s'assurer que ça se passe bien. Je pense aussi qu'un des enjeux, le modèle de la presse est vraiment extraordinaire. Cela dit, c'est un média, comme je disais, de référence dans son marché. Il est extrêmement puissant, il y a beaucoup de lecteurs et c'est vraiment une réussite totale. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas essayé d'appliquer la philanthropie, par exemple, à la radio-télévision, qui ont encore, dans certaines générations, une importance assez grande. On n'a pas non plus beaucoup essayé d'appliquer la philanthropie, par exemple, sur des médias numériques indépendants ou sur des médias qui intéressent plus des jeunes. Et est-ce qu'on va être capable d'appliquer la philanthropie si, en plus, tous ces médias-là, ces grands médias-là, appartiennent à des firmes américaines, ces jours-ci, ce n'est pas très populaire au Canada, mais à des firmes, en tout cas internationales, qui ne parlent pas de nous, parce qu'une des difficultés avec les grandes firmes internationales, les grandes plateformes internationales, c'est qu'on a de plus en plus de télévision, on voit de plus en plus de choses, mais on se voit de moins en moins dedans. Et ça, ce n'est pas très agréable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir encourager une philanthropie dans ça? Je ne le sais pas. Donc, comment la philanthropie va nous permettre à la fois, média par média, de survivre, mais comment la philanthropie, c'est une question pour le Québec qui est fondamentale. On est 7 millions de francophones sur un grand bassin de 330 millions d'anglophones. Pour nous, la question de la sauvegarde de l'identité culturelle est une question fondamentale. Est-ce qu'on va trouver par la philanthropie aussi des questions pour faire vivre l'ensemble des médias de culture, l'ensemble des médias de production, le cinéma, dans lequel je suis un peu impliqué aussi? Est-ce qu'on va faire vivre notre cinéma aussi? Est-ce qu'on peut, autrement dit, appliquer la philanthropie à d'autres secteurs, pas comme la solution, mais comme une des solutions potentielles? Mais c'est un vrai défi pour la société québécoise en particulier. La question étant la structure de gouvernance ou les premiers défis? Le plus important défi pour toi est la structure de gouvernance qui empêche l'interférence. Pour faire court, je crois que ce que nous vous avons présenté, Snejana et moi, c'est le passé. C'est-à-dire que c'est le rétroviseur. C'est-à-dire ce qu'on a fait pendant 30 ans pour essayer de trouver une troisième voie en ramenant le capital philanthropique et toutes les autres forces de la société vive. Mais je crois que ce qui va guider le futur, ça je peux le partager très rapidement, c'est 3 choses. La première, c'est que la presse, le journalisme, va, comme toutes les autres institutions, subir un affront incroyable. Je crois que le journalisme n'était pas, il faut l'avouer, nous les journalistes, on doit se le dire, nous sommes 15e dans les voies les secteurs les plus
les plus trustés, les plus confiance dans les rapports Edelman et Onco. Les journalistes, la question de confiance a baissé. Et ça, on peut faire croire que ce n'est pas vrai, mais c'est vrai. Et donc, je crois que comme là, on est dans le backslide démocratique, on est en train d'attaquer les institutions de droit, en tout cas dans les autres pays, je crois que le journalisme va tomber. Et ça veut dire quoi? C'est qu'il faut aller au-delà. Il va falloir aller au-delà du journalisme des nouvelles. Et pour moi, ça remonte à la base, ce qui est l'information d'intérêt public, ce qui je prouve l'importance incroyable de cette initiative, c'est d'arriver à trouver ce qu'elle est, cette information qui sert au bien commun et qui sert à la société. Et c'est peut-être pas le journaliste. Donc c'est le premier truc. Il y a 11 ans, on a sorti le mot journaliste de notre mission de statement, alors que nous sommes tous des journalistes. Parce que d'autres formes sont en train d'apparaître par des jeunes qui sont en train de couvrir je suis désolé, mon français, alors c'est ma langue maternelle, de fournir de l'information d'intérêt public. Et à vrai dire, c'est déjà le cas. Ils vont nous dépasser. Ils vont dépasser les journalistes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'IA va tout changer. Absolument tout changer. Là, actuellement, la presse pour nous, les 150 sociétés que l'on conseille dans le projet, on leur dit arrêtez de penser qu'au CAPEX. Pour eux, l'IA, c'est le CAPEX. C'est-à-dire qu'on va baisser les coûts et c'est une question de consommation. Ça va être une question de consommation. Et je crois que c'est un réflexe, malheureusement, nous, de la presse, c'est de dire comment je peux baisser mes coûts. Ce n'est pas le cas. Il faut réfléchir à comment l'univers autour de l'IA va changer en termes de consommation. Puis finalement, je m'arrêterai là-dessus, je ne vais pas faire un discours là-dessus, mais nous aurons un nouvel ordre mondial. Il y aura un nouvel ordre mondial. Je veux dire, il faut qu'on commence vraiment à réfléchir à cela. Et ce que cela veut dire pour l'information, je n'ai aucune idée. Mais probablement comme tous, vous vous êtes levés ce matin en disant, est-ce qu'on va vraiment vers un nouvel ordre mondial? Et pour moi, dans mon travail tous les jours, c'est-à-dire comment on va pouvoir contribuer à travers le troisième voie de soutenir cela. Ça, je suis désolé. Pour la gouvernance, je ne rajouterai pas ce que mes confrères ont dit, c'est-à-dire que pour assurer qu'une gouvernance philanthropique n'affecte pas, on a découvert quelque chose. Dans les 325 millions, on a créé un fonds qui s'appelle Pluralis, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est 100 millions d'euros, on en est rendu à 50 pour empêcher la capture des médias en Europe de l'Est, qui en passant a commencé en Suisse à Bâle, discrètement, c'est 50 millions. Et on a découvert qu'on a levé les 50 millions au nom de la diversité, la pluralité des opinions. C'est-à-dire que vous rentrez du capital concessionnel, y compris la philanthropie, pour assurer la diversité des voix. Mais on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a aussi non seulement une diversité, une pluralité de l'output, mais dans la pluralité de l'input, c'est-à-dire avoir des fondations, des médias, des banques, si vous avez une pluralité d'actionnariat, personne n'a le contrôle. Et ça, c'est la finance qui nous apprend cela. Ce n'est pas le journalisme, c'est la finance qui dit, si vous vraiment vous assurez qu'il n'y a pas une personne qui contrôle la partie. Maintenant, attention, c'est toujours une question d'hommes et de femmes. Vous avez toujours des gens qui vont arriver à passer. Mais, en tout cas, pluraliste, nous, on installe des actionnariats pluralistes où personne ne contrôle. OK. Non, mais... c'est de ma faute. J'ai t'invité à répondre à cette question et aussi de manière un peu plus générale sur le projet de l'IMP, la manière dont tu conçois que l'expérience professionnelle peut venir en soutien de la réponse à ces défis et de l'ancrage finalement des médias dans cette chaîne de valeur publique, sociale. Oui, moi je pense que quel que soit le nouvel ordre mondial qui va émerger, je suis absolument d'accord qu'il est en route. Une chose est très importante, c'est de clarifier au fond la relation entre ce que peuvent délivrer les médias et ceux qui les aident à exister. Il faut clarifier ça. Il faut lever les doutes, il faut lever les ambiguïtés, il faut réussir à établir un certain nombre de critères clés qui définissent cette valeur publique, indépendamment du type de médias, indépendamment de la région, du pays, peu importe. Quelles sont les missions fondamentales sur lesquelles on peut se mettre d'accord qu'on relève ici du commun, qu'on produit du commun, ça c'est la première des choses, et là il faut qu'on travaille de manière professionnelle, il faut que ce soit réaliste, sérieux, il faut qu'on puisse le mesurer, il faut que ce soit recevable, donc il y a vraiment un travail d'identification de ce que veut dire la valeur publique. Et puis de l'autre côté, grâce à toutes les expertises qui sont réunies, notamment ici aujourd'hui, eh bien il faut se demander quels sont les leviers, quels sont les outils, quelles sont les bonnes gouvernances qui permettent au fond d'actionner, d'encourager ces mécanismes. Alors nous, on va essayer de produire très concrètement, là d'ici, je l'espère, la fin de l'année, une première charte, un premier document qui sera à la disposition de celles et ceux qui veulent s'engager
pour, au fond, essayer de clarifier, de modéliser le mieux possible leur relation avec les médias qu'ils entendent soutenir. Et j'ajoute aussi que le travail qui va se développer entre les équipes de HEC Montréal et celles de Genève permettra aussi de constituer une espèce de librairie de cas, une librairie de cas très concrets d'exemples d'engagement philanthropique qui, au fond, nous permettent d'observer les bonnes pratiques. Et moi, je suis certain que c'est une contribution utile qui devrait pouvoir favoriser, au fond, le développement d'engagement dans ce secteur. Merci beaucoup, parce qu'on voit et on sait que dans la presse de qualité à l'échelle internationale, au fond, ces expériences-là, si on pense au Scott Trust qui soutient le journal The Guardian, par exemple, font référence et appellent des réflexions majeures et comparées avec ce qui se passe en Suisse et comme outre-Atlantique. Alors pour ne pas créer de frustration trop grande, je vais me tourner vers la salle et vous demander s'il y a une ou deux questions qu'on a le temps de prendre encore, que vous souhaitez poser, en vous demandant d'être concis et de vous présenter à l'auditoire avant de poser votre question. Une devant, une au fond. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et pour ces fournitures d'informations très enrichissantes. Je m'appelle Angèle-Marie Abiacaré, je suis députée au Grand Conseil, c'est le Parlement cantonal genevois, et aussi étudiante en physique à l'Université de Genève. Alors, ma question se tourne notamment sur, pas sur les deux voies liées à la troisième voie, liée à la philanthropie, et puis un business plan des médias, mais plutôt sur la contribution publique, qui est justement la casquette de député que je porte. J'ai tenté de déposer plusieurs motions et textes parlementaires dans ce sens-là. Il y a eu différentes tentatives et nous arrivons un peu à court d'idées aussi d'aide et de contributions publiques que nous pouvons apporter pour justement contribuer à cette diversité de financement pour maintenir cette indépendance des médias et contribuer à la valeur publique qui nous tient aussi à cœur. Merci. Merci pour cette question. Je suis au courant des discussions qui se tiennent au Grand Conseil genevois. C'est le cas aussi dans d'autres cantons. Il y a beaucoup de niveaux politiques intermédiaires qui ne peuvent pas décerner la concession, attribuer la concession nationale, mais qui souhaitent s'engager en effet pour augmenter la diversité médiatique dans les zones respectives. Et là, ce que nous pourrons faire dans ce cas précis, c'est d'amener des propositions, d'amener au fond des exemples de leviers, des exemples de choses qui fonctionnent dans d'autres régions du monde. Par exemple, on a des exemples très intéressants au Canada sur la manière dont les gouvernements régionaux dans les provinces peuvent agir pour faciliter la production d'informations dans les régions concernées. Donc en fait, on va, je l'espère, pouvoir vous amener, grâce à cette initiative, eh bien, un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre d'exemples très concrets qui vous aideront à modéliser votre engagement pour dépasser les blocages actuels. Parce que il n'y a rien de plus frustrant que de se dire qu'il y a une intention politique, qu'il y a peut-être des moyens qui sont susceptibles d'être dégagés, mais qu'on ne sait pas comment les jouer. Et c'est d'ailleurs, je dois vous dire entre nous, que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment décidé à m'engager dans cette affaire, parce que c'est pas possible de rester les bras croisés. Il y a vraiment un enjeu important. Il y a des projets de soutien dans les cantons, par exemple suisses, c'est le cas aussi en France dans les conseils régionaux, mais ça ne se résume pas à offrir quelques abonnements à des jeunes qui ont 18 ans. Vous voyez, c'est pas possible de se limiter à ça. Donc il faut qu'on arrive à vous proposer des modèles, des idées, des choses qui se sont faites ailleurs pour essayer, au fond, de vous encourager à aller dans cette direction. Donc c'est exactement le sens de la démarche. Peut-être pour prolonger d'une seconde, on part de la philanthropie comme d'un laboratoire. La troisième voie des financements, elle a vocation à éclairer et à ouvrir des perspectives vers le fonctionnement privé et vers le fonctionnement public, et donc de nourrir le rayonnement et l'innovation dans ces deux domaines. Peut-être prendre une dernière question vers le fond, et puis ensuite on arrivera à la conclusion de cette séance. Très bref et en vous présentant, merci encore. Merci beaucoup pour vos contributions. Je m'appelle Caroline Villemin, je suis la directrice de la Fondation Hirondelle. On est une ONG suisse, on n'aime pas une fondation donatrice. Et nous, on soutient des médias dans les contextes fragiles et de crise depuis 30 ans. Et j'aimerais savoir si dans vos recherches et dans les cas que vous allez utiliser et analyser, vous allez aussi prendre en compte tout ce qui existe dans les pays du Sud, qui sont d'une certaine manière plus avancés
que les paysages médiatiques du Nord, parce qu'eux, ils vivent ces contraintes de financement, d'oppression politique, d'espace de rétrécissement des droits humains depuis plus longtemps que nous. Et il y a beaucoup d'apprentissage à récolter et à partager. Merci. Merci Caroline. Oui, tout ce qu'on a décrit sur les cas d'études qui viendront de MDIF seront du Sud. C'est-à-dire qu'il y aura... Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, il y aura, y compris dans la notion de la troisième voie de financer quelque chose au Zimbabwe, de quelque chose au Guatemala, je le répète, il y aura ces contraintes-là. Mais il ne faut pas croire que toutes les solutions viendront du Sud. Je crois qu'il y aura des différences d'infrastructures. Concrètement, si vous ramenez quelque chose d'Afrique du Sud ou de Lesotho, par exemple, dans le Nord, ce n'est pas une question d'élitisme, c'est une question d'infrastructure, c'est-à-dire de la possibilité d'avoir de l'infrastructure de subvention, de l'infrastructure en général, de la poste, et ainsi de suite. Donc, ceteris paribus, on pourra apprendre des choses, certainement en tout cas au niveau de la gouvernance, je crois, mais humblement. On ne peut pas transposer de Lesotho en Autriche. Il y a des limites à cela, je crois. Merci beaucoup Patrice, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais vous inviter à retrouver vos places et à vous remercier chaleureusement pour votre contribution. La conversation ne fait que commencer. Et je voudrais inviter pour clôturer cette conférence Madame la rectrice de l'Université de Genève, Audrey Lebas. Merci beaucoup Nicolas. Je suis vraiment ravie d'avoir l'honneur de pouvoir prononcer ce mot de clôture pour cet événement tout à fait passionnant auquel nous venons d'assister. Je commencerai par quelques mots sur l'importance du sujet. La question des financements alternatifs des médias est un enjeu majeur qui soulève des préoccupations sérieuses, comme on a pu le voir. Comme l'a montré au fond la conférence de ce soir, mais aussi le partage d'expériences et la passionnante table ronde, et comme chacun peut l'observer, nous sommes confrontés à une situation qui est véritablement critique. La crise des financements, qu'ils soient publics ou privés, appelle au développement de nouvelles voies. Les exemples concrets abordés ce soir l'ont parfaitement montré. Je pense au journal Le Temps, à la presse au Canada ou à République.ch en Suisse alémanique. Il s'agit de repenser les modèles économiques afin d'essayer de garantir l'indépendance et la pérennité de nos médias. Ces débats montrent que les collectivités publiques, et on a entendu la question aussi d'une députée au Grand Conseil, montrent au fond que les collectivités publiques cherchent des solutions efficaces pour préserver un paysage médiatique pluraliste et dynamique. L'enjeu est effectivement de taille. Enquêter, vérifier les faits et les mettre en perspective sont des tâches coûteuses qui nécessitent des ressources qui sont adaptées. Or, si ces fonctions ne peuvent plus être remplies correctement, eh bien, c'est tout l'édifice démocratique qui vacille. Ce défi trouve un écho direct dans le monde universitaire. Comme les médias, les universités sont garantes de la transmission des connaissances et de la formation de l'esprit critique. Elles aussi souffrent d'une incertitude financière, politique dans certains pays, qui menace leur capacité à remplir leur mission. Face à ces constats, il devient donc impératif d'imaginer de nouveaux modèles de financement dont nous avons parlé ce soir, qui garantissent l'indépendance et assurent la préservation de ces biens communs qui sont fondamentaux. Quelques mots sur l'ancrage local de l'initiative Média Philanthropie, son implantation à Genève, qui est une ville qui joue un rôle clé à plusieurs niveaux. Tout d'abord, Genève joue un rôle clé comme centre de la philanthropie mondiale. Genève est un pôle incontournable pour les grandes fondations et organisations caritatives.
De nombreuses institutions philanthropiques y ont établi leur siège, bénéficiant d'un environnement propice à la coopération internationale et aux échanges entre acteurs engagés. Ensuite, Genève joue un rôle clé comme bastion des droits humains. La ville abrite, comme vous le savez, de nombreuses organisations internationales. On mentionnera notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et abrite aussi un grand nombre d'ONG influentes. Ces structures travaillent activement à la protection des droits fondamentaux, faisant de Genève un épicentre des débats et des actions en faveur de la justice sociale et de la dignité humaine. Enfin, Genève joue un rôle central pour la démocratie. Dans un contexte où cette démocratie est confrontée à de multiples défis, on a parlé de désinformation, de la montée des régimes autoritaires, le recul des libertés, eh bien, Genève constitue un espace privilégié pour discuter et promouvoir des solutions concrètes. L'initiative s'inscrit ainsi dans une tradition de gouvernance participative et de réflexion sur les meilleures pratiques démocratiques. Quelques mots sur l'approche de cette initiative. Comme illustré par Gilles Marchand, l'initiative a l'originalité de croiser les approches entre expertise professionnelle, d'une part, et expertise académique, d'autre part. Ce point qui fait la marque de l'initiative laisse augurer d'une fertilisation croisée de ces perspectives qui sont complémentaires, permettant de dynamiser la recherche et d'éclairer l'action. Les relations entre philanthropie et démocratie sont toutefois des relations complexes. Il existe une tension structurante entre l'initiative individuelle du philanthrope et le principe d'égalité en droit de la démocratie. À partir de 2025, le Centre de philanthropie de Genève a pour objectif de déployer une compréhension ancrée dans les réalités suisses et européennes des voies d'expression et de résolution de cette tension. Dans ce contexte, les médias constituent une véritable pierre angulaire de l'étude de la légitimité de l'intervention philanthropique et de la relation entre démocratie et philanthropie. La rencontre fructueuse avec Gilles Marchand, dont je me réjouis, a permis de nourrir et de développer le projet de recherche tel qu'il existe aujourd'hui. Quelques mots enfin sur la dimension internationale de cette initiative. C'est une démarche croisée d'expériences académiques et professionnelles qui est renforcée par une coopération internationale nouée tout en début de projet entre l'Université de Genève, par le biais du Centre de philanthropie de Genève et par le biais de cette initiative Médias et philanthropie, d'une part, et la HEC Montréal, tout particulièrement le pôle média, d'autre part, ainsi que le lien avec les divers experts avec lesquels ces entités collaborent sur tous les continents dans des contextes sociopolitiques très différents. En tant que rectrice de l'Université de Genève, j'aimerais dire que l'université et le rectorat soutiennent pleinement le développement du centre en philanthropie. Nicolas Duvaux nous a rappelé tout à l'heure qu'il a été créé en 2017 et ce centre a acquis une crédibilité académique et une notoriété publique tout à fait exceptionnelle en si peu d'années. L'université et le rectorat soutiennent également avec enthousiasme cette initiative qui est un élément très important du dispositif dans le cadre d'une réflexion globale, interdisciplinaire, théorique et appliquée sur les relations entre philanthropie et démocratie. Et à cet égard, je tiens à remercier ici très chaleureusement le professeur Nicolas Duvaux et Gilles Marchand pour leur engagement, ainsi que les équipes et les partenaires qui, de près ou de loin, ont et vont d'ailleurs continuer à contribuer à enrichir la réflexion sur ce sujet de société dont l'on peut vraiment dire qu'il est majeur.
Je vous invite maintenant toutes et tous à prolonger ces échanges dans une ambiance conviviale autour d'un verre. Profitons de ce moment de partage pour continuer à discuter, à échanger des idées et à renforcer les liens qui nous unissent. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.